Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire, le premier d'une série de 4 rencontres avec les auteurs du MOOC. Donc, les webinaires du MOOC Embarquez vos apprenants destination pédagogie active, un partenariat réalisé entre le pôle Léonard de Vinci et la Grande École du numérique. Alors, dans ce premier webinaire, nous allons aborder la question du profil de l'apprenant moderne, son évolution, ainsi que l'évolution des compétences du formateur. Alors, pour vous accompagner tout au long de ce webinaire, différents intervenants. Ma collègue Arnaud Linzer. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Alors Arnaud, tu es chef de projet Digital Learning au pôle Léonard de Vinci dans le département Innovation Pédagogie Digitale que je dirige également. Mais aussi notre invité Philippe Wagner. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, ça va, parfait. Je sens que ça va être un bon séminaire, un bon webinaire, donc prêt. Waouh! On espère que ça le sera. En tout cas, ce webinaire est participatif. Donc, vous allez devoir participer, vous engager, répondre à des quiz tout au long du webinaire. Donc, j'espère que vous avez bien suivi la séquence numéro 1. Quand vous entendrez ce son, ce sera le moment du quiz. Donc, il faudra sortir vos smartphones et notamment une application de QR code Reader pour pouvoir lire les plutôt arriver sur nos différents quiz. Donc, si vous n'avez pas encore téléchargé d'application de QR code Reader depuis le début du Covid, je vous invite fortement à le faire dès à présent en allant sur vos stores. Google Store pour les Android et Play Store et l'iPhone Store pour les Apple. Alors, nous allons commencer. Qu'allons-nous aborder aujourd'hui au programme de notre webinaire? Arnaud, que vas-tu nous présenter? Oui, alors rebonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit retour sur la séquence 1 du MOOC. Ensuite, nous allons faire un petit retour également sur les différentes générations d'apprenants et comment ils apprennent en fonction justement de leur génération, avec notamment quels outils ils se forment. Et puis nous finirons vers une évolution du métier d'enseignant-formateur. Nous terminerons par une série de questions-réponses tout au long de ce webinaire, donc qui durera 1 heure. Philippe interviendra pour répondre à nos questions et aux vôtres. Alors, donc vous l'avez compris, c'est un webinaire participatif. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet discussion du webinaire et le Q&A sera plutôt réservé pour la fin de notre rencontre. Alors, j'ai une petite intervention de Grégory qui me dit qu'il a des problèmes de son et qu'il n'entend pas bien. Alors, j'ai besoin d'un petit retour dans le chat, par exemple. Est-ce que vous pouvez me dire si vous nous entendez bien? Vous faites un petit pouce, Christina très bien, tout à fait. Ah, alors pour tout le monde, ça a l'air OK. Ouais, alors ça marche plutôt pas mal. Très bien. Ok, super, merci à tous, c'est sympa. C'est bien, vous êtes participatif. Dès le départ, on est bon. Attention. Waouh! Alors, désolé pour ceux qui nous entendent difficilement. Peut-être que c'est un problème avec vos propres réglages. Essayez de monter à fond. Nous, on va se rapprocher un peu plus du micro si ça peut vous aider, mais j'ai peur que ça fasse du Larsen. En tout cas, attention. On va voir si vous avez bien retenu notre jeu. C'est le temps du quiz. Alors, pour bien vous engager dès le début du webinaire, on vous propose un petit sondage que nous avons réalisé avec l'outil YouClap. Alors, donc, sortez vos smartphones. On vous laisse un petit peu de temps pour sortir votre application de QR Code Reader. Donc, il vous suffit de flasher le QR code ici ou d'aller dans l'URL de votre navigateur et de taper wooclap.com/mooc1 et d'arriver sur notre quiz.
Alors, c'est un webinaire qui est un peu gamifié. Vous devez connaître vos claps maintenant puisque vous l'avez utilisé dans la séquence 1 en tant qu'apprenant. Là aussi, vous allez l'utiliser en tant qu'apprenant. Donc, on a mis un timer. Donc, attention. Courage, je vois que les gens sont en train de se connecter sur le WooClap, donc je vous attends encore un tout petit peu. Je vois qu'une vingtaine de personnes sont connectées, donc on en attend encore, hein, parce que tout le monde n'est pas là. Et puis après, effectivement... Si vous rencontrez des problèmes de connexion sur le quiz, n'hésitez pas à nous le signaler dans le chat. Alors, oui, effectivement, hein, je vais lancer les réponses, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas encore activé, pas de problème, je vais les relancer. Dans quelques instants, vous pourrez y accéder. J'attends encore, allez, 30 secondes, même pas, de manière à ce que tout le monde... Vous êtes impatient, on aime ça. Je vais vous mettre la musique de suspense en attendant. Alors, si jamais vous avez des problèmes pour vous connecter avec le QR code, vous pouvez toujours aller sur wooclap.com et inscrire en haut à gauche, normalement, le code MOOC. Alors, je vais lancer la question. Alors, ça y est, normalement, vous devez la voir apparaître à l'écran. L'andragogie, un terme qui est vraiment au centre de notre séquence 1 du MOOC. Est-ce que ça vous botte? Est-ce que ça vous challenge? Est-ce que ça vous défrise? Est-ce que ça ne vous parle pas du tout? Attention, vous avez 45 secondes pour y répondre. Je vous mets le petit chrono. On voit arriver en live les réponses. Ah, ça vous botte? Ah bah ça c'est bien, on est content. On espérait que ça vous botterait, mais ah, oula, ça vous challenge aussi. Ouh, on sent que on a différents niveaux de maîtrise de cette thématique. Ça vous défrise? Ouais. Nous aussi, ça nous défrise. Attention, plus que quelques secondes. Je vous mets un chrono plus rapide pour vous engager. Ah, on voit que ça se stabilise. Les derniers sont en train de voter. Bravo, c'est la fin du quiz. Alors, les résultats, on les voit en live ici. Donc, une majorité d'entre vous, ça vous challenge, évidemment. C'est normal, hein, puisque c'est ce qu'on va aborder tout au long de ce webinaire. C'est l'évolution de nos métiers, les nôtres, le vôtre, c'est aussi le profil de nos étudiants. Donc, c'est normal que ça challenge tout le monde, puisqu'on est en train de vivre des moments historiques, hein, de plus en plus rapides, où l'acquisition de compétences se fait de plus en plus nécessaire. Alors, ça vous botte, on est content que ça vous botte. Puisque c'est la thématique principale du MOOC. Et puis, heureusement qu'il n'y en a aucun qui a voté pour ça ne vous parle pas du tout, puisque ce webinaire est évidemment destiné aux personnes qui ont suivi le MOOC. Donc, comme c'était une thématique centrale, heureusement que ça vous parle. Super. Alors, merci pour ce premier quiz. Donc, on va faire un petit retour sur l'andragogie, justement. Arnaud, est-ce que tu pourrais nous faire un récap sur cette thématique? Oui, tout à fait. Alors, on avait vu dans la séquence 1 que l'andragogie, c'est bien la science et la pratique de l'éducation des adultes et qu'il y avait effectivement des différences avec la pédagogie des enfants. Donc, vous vous rappelez bien le modèle andragogique avec les 6 critères, à savoir la compréhension de la finalité, donc ce besoin de comprendre la finalité de ce qui est proposé aux apprenants avant de commencer leur formation, pour avoir des bénéfices tangibles et palpables. Le concept de soi, très important, les adultes se considèrent comme responsables de leur vie, de leurs décisions, et par conséquent, ils doivent être considérés comme des personnes autonomes. Le rôle de l'expérience de vie, l'expérience de formation,
et prendre en compte cette expérience de vie qui varie énormément d'une personne à l'autre. La disposition psychologique et cognitive pour l'apprentissage, qui bien sûr est différente de celle des enfants. Il faudra s'appuyer justement sur l'expérience dont j'ai parlé précédemment et le contexte de chacun pour favoriser la mise en place d'une pédagogie, d'un bon apprentissage, d'un environnement d'apprentissage adapté, bien entendu. L'orientation envers l'apprentissage, les apprenants ils sont concentrés sur la vie, les problèmes, leurs tâches, donc ils sont plus motivés, davantage motivés quand ils ont une tâche dans la classe, pardon, qui les aideront à faire face aux situations de la vie quotidienne. Et les motivations, donc les motivations bien sûr extrinsèques et intrinsèques, voilà, et bien sûr les motivations intrinsèques qui sont davantage importantes en formation pour les adultes. Voilà, qui sont des leviers plus importants. Merci Arnaud pour ce petit récap sur l'andragogie. Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre dans la séquence 1 de ce MOOC? Oui, alors donc on avait vu les concepts d'andragogie, on avait vu aussi l'environnement personnel d'apprentissage, le profil de l'apprenant moderne, l'évolution du métier de formateur. Et puis parmi les activités que vous aviez à réaliser, il y avait notamment des quiz, entre autres. Le challenge portait sur un challenge persona, et puis il y avait aussi celui sur l'environnement d'apprentissage qui était très intéressant. Oui, d'ailleurs, on a noté à la fois dans les forums, mais aussi sur les posts LinkedIn, qu'un certain nombre d'entre vous avaient réalisé leur propre environnement personnel d'apprentissage pour suivre le MOOC, et c'était réservé des créneaux dans leurs agendas pour pouvoir suivre les différentes séquences au fil de leur ouverture dans le temps. Et donc on a trouvé ça super que vous puissiez tout de suite appliquer les recommandations qui avaient été faites dans le MOOC, vous en tant qu'apprenant d'abord, et puis puisque comme on est dans le test and learn, hein, learning by doing, le fait que vous testiez ces choses en tant qu'apprenant d'abord vous permettront de mieux les appliquer en tant qu'enseignant ensuite. Alors, vous avez été très nombreux à partager le challenge Persona. Merci pour la richesse des posts, que ce soit dans le forum ou bien dans le Padlet qu'on avait mis à disposition. Vous avez fait le choix de créer votre propre persona plutôt que de faire celui que j'avais proposé sur le professeur du 21e siècle. Très bien. On voit bien avec cette diversité de personnages que vous avez posté qu'il est très difficile de détacher un profil d'enseignant type, hein. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des caractéristiques communes qui en ressortent. Il y a une volonté vraiment d'interaction, une appétence réelle pour les outils numériques, pour le numérique, mais en même temps un manque de temps, peut-être une petite tendance au perfectionnisme, c'est ce qui est ressorti des échanges. Alors j'ai été prof Cora aussi, donc on sait ce que c'est. Et puis aussi un manque de temps aux formations numériques. Dans vos formations, notamment, alors on va en parler tout de suite, vous avez de nombreuses générations d'apprenants. Quelquefois, vous faites face à des classes avec des gens issus de différentes générations. Alors, je vais juste revenir quelques instants sur les différentes générations d'apprenants. Dans vos classes, vous avez majoritairement des personnes issues des générations Y et Z. C'est pour ça que les bulles sont un peu plus grosses sur le PowerPoint actuellement. Et un petit peu moins donc, de génération X et encore un tout petit peu moins de génération de baby-boomers. Juste pour rappel, en 30 secondes, les baby-boomers, vous le savez très bien, c'est les enfants d'après-guerre. La génération X, c'est vraiment ceux qui bénéficient du plein emploi après les 30 glorieuses, fin des 30 glorieuses. Mais c'est... et la génération Y, donc c'est les digital natives ou les milléniaux, peu importe. Là, c'est intéressant parce que vous avez affaire à la première génération de transition. C'est celle qui a connu la vie sans Internet, mais la vie avec Internet. Et la vie avec Internet,
omniprésente. C'est notre génération d'ailleurs, Arnaud. Oui, oui, je suis aussi jeune que toi. Alors, la génération Z, c'est la génération qui commence à arriver sur le marché du travail, dont la majorité arrivera plein emploi en 2025. Génération ultra connectée, mais vous le savez, hein, et qui n'ont pas connu la vie sans Internet, c'est possible. Surnommée la génération du zapping, qui consomme partout, tout le temps, ultra consommateur de nombreux supports, enfin, vous le savez très bien. On l'a vu notamment dans la vidéo de Medina, qui nous disait qu'en fonction de la génération dont ces apprenants étaient issus, ils avaient différents besoins, différentes attentes aussi par rapport au cours. Donc je vais faire un tout petit retour je vais comparer en fait le profil de l'apprenant moderne qu'on avait vu dans la séquence 1. Vous voyez le petit dessin à droite. Merci à Seven Speaking d'ailleurs pour l'infographie. Et puis à gauche avec le texte, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en ressort, la comparaison avec ce profil de l'apprenant moderne et votre public. Donc je vous disais, vous avez beaucoup de personnes issues de la génération Y et Z. Ils sont assez distraits, impatients, donc c'est ce qu'on retrouve dans le profil de l'apprenant moderne, mais aussi très investis et très autonomes dans leur apprentissage. Les problèmes qui peuvent survenir, c'est qu'ils ont des problèmes d'organisation, des difficultés, j'ai mis 2 fois à savoir s'organiser, à apprendre, et notamment avec le numérique. Les générations X et Baby Boomers, c'est un petit peu différent. Ils ont un manque de temps, ils sont débordés, mais également très investis quand ils apprennent quelque chose. Ils ont moins de problèmes organisationnels, mais ils ont un manque d'acculturation et de formation aux outils numériques. Alors, vous m'avez partagé dans le forum un certain nombre de pistes qui étaient hyper intéressantes. Tout d'abord, et c'est tout naturel, des formations aux outils numériques, essayer de se former par soi-même, ou bien par le biais de son entreprise, et des formations également à apprendre, et j'irai un petit peu plus loin, à apprendre avec ces outils numériques. En classe, vous proposez à vos étudiants des pédagogies variées, avec des outils et des supports variés. De la classe inversée, quelques-uns d'entre vous proposent de la pédagogie différenciée, et beaucoup de la multimodalité avec des feedbacks positifs et un droit à l'erreur qui est complètement assumé. Je crois qu'on peut vous applaudir parce que pour des MOOCers, vous êtes très engagés dans votre formation. Il y a énormément de retours sur les forums qui sont faits, beaucoup de posts aussi sur les challenges, sur la séquence 1, mais également sur les autres séquences. Donc on tenait à vous remercier, à vous dire bravo pour cet engagement et votre professionnalisme. Voilà. Alors maintenant, merci Arnaud d'avoir fait un petit retour sur le public, sur ses différentes caractéristiques en tant qu'apprenant. On va donner la parole à notre collègue Philippe Wagner sur justement l'évolution de ce public. Alors, est-ce que Philippe... Pardon. J'ai plus accès au PowerPoint. Donc, est-ce que Philippe, tu as ce même type de public? Est-ce que tu reconnais les caractéristiques qui ont été citées par Arnaud et par les MOOCers dans les forums sur les types de publics qu'eux-mêmes rencontrent dans leur classe? Est-ce que tu as ces mêmes publics dans tes propres classes? Car tu es non seulement directeur des programmes de l'EMLV, l'école de management au pôle Léonard de Vinci, mais tu es également enseignant en marketing depuis de nombreuses années. Est-ce que tu constates donc des similitudes dans ces profils et aussi une évolution dans le temps du profil de tes apprenants entre le début de ta carrière et aujourd'hui? Alors, moi, je suis baby boomer et j'ai affaire à des générations Z, donc c'est un peu le grand écart. En tant que baby boomer, j'ai appris par moi-même. Donc, merci Google, les vidéos canadiennes sur comment utiliser tel logiciel et tel autre logiciel. Après, sur la génération Z, ce qui est intéressant, je lisais un article il y a peu de temps sur les formations et le numérique. Elle est baptisée aussi par les Américains par la génération Peter Pan, c'est-à-dire qui a du mal à vieillir et à s'assumer en termes de responsabilité, autonomie.
Donc, quand on dit qu'ils ont des soucis à ce sujet, c'est peut-être aussi qu'ils ne veulent pas se prendre en charge. Alors, la population dans laquelle j'interviens, c'est une population Bac+1. Donc, c'est une population où ils ont bossé dur pour obtenir leur bac. Ils arrivent dans une école de management, ce qu'on appelait autrefois une école de commerce, et ils se disent, bon, ça y est, j'ai passé le bac, et maintenant, la prochaine étape, c'est Bac+5, donc c'est très loin. Bon. Mais j'arrive dans un environnement qui est inconnu, je sais que ça ne sera pas pareil qu'au lycée. Voilà. Et j'ai un petit laboratoire qui est un cours que je pilote, où justement je teste avec eux, parce qu'ils sont prêts à changer, qu'ils savent que ce sera des méthodes différentes de celles du lycée, en tout cas une façon de fonctionner différente. J'en profite pour tester des nouveautés. Alors, génération numérique, oui, mais génération numérique avec leurs outils à eux. Ça ne veut pas dire qu'ils savent forcément se servir des outils qu'on leur propose. Donc, j'imagine que mes collègues ont dû faire la même constatation. Ce n'est pas parce qu'ils savent utiliser TikTok qu'ils savent utiliser un Learning Management System ou y accéder et en tirer le meilleur parti. Donc, il y a vraiment une partie formation, initiation de cette génération Z qui, c'est vrai, est tout le temps son téléphone à la main, mais il faut les former aux outils qu'on leur propose pour leur parcours d'étudiants. Ça accroche, parfois ça accroche pas forcément. Donc le deuxième point qui me semble important, c'est que avant toute organisation d'un parcours pédagogique, moi je pense déjà à comment je vais leur donner de l'appétit, l'envie d'en faire partie, de s'inclure dans la démarche pédagogique, de participer. Alors on a tous vécu les moments de pandémie, les classes hybrides, le full lockdown, donc on a bien été obligé de se remuer. Mais on s'est aperçu que c'était difficile d'aller chercher des gens à distance à travers les outils numériques. Donc, je sais que c'est un des chapitres qui vient, une conclusion sur les outils disponibles. Je fais toujours attention, quant au choix des outils, au fait que les étudiants puissent être facilement le plus confortables avec. Là, la démonstration que tu viens faire sur WooClap, c'est extra parce qu'il suffit de flasher un QR code. Tous les étudiants ont un téléphone, ils peuvent flasher leur QR code et tout de suite, ils peuvent participer à la discussion, ils peuvent fournir des réponses, ils peuvent liker les réponses des autres, etc. Et c'est vraiment ça les outils les plus performants. Là où il y a une courbe d'expérience qui est réduite le plus possible pour l'étudiant, mais aussi réduite le plus possible pour le prof, quoi. Parce que soit vous avez une classe d'une vingtaine, une trentaine d'étudiants et vous faites votre cours, mais ça, on va trouver plutôt ça dans les parcours de spécialisation en 4e et 5e année. Soit vous avez 400 étudiants, enfin c'est mon cas, j'en ai 430, et bien évident que je ne fais pas de cours par petit paquet de 35, 40 à 430 étudiants, je deviendrais fou à répéter toujours la même chose. Donc, je travaille avec des collègues, et ces collègues, il faut que je m'assure qu'ils soient confortables avec les outils que je leur propose d'utiliser ou que je propose aux étudiants d'utiliser. Donc, il y a l'acronyme bien connu qui est KISS, Keep It Simple, le plus simple possible, pour éviter des courbes d'expérience douloureuses, sachant que si l'expérience est douloureuse, ça veut dire que ça ne marchera pas au bout du compte. Et il y aura un rejet de l'outil, voire un rejet de ce que vous avez voulu faire passer à travers l'utilisation de votre outil. Et ça, c'est quand même un peu plus gênant pour un prof. À la limite, l'outil soit rejeté, on se dit, bon, on va en trouver un autre. Mais s'il y a une association entre l'outil et les connaissances qu'on veut transmettre ou les compétences auxquelles on veut les initier, là, c'est quand même un peu plus gênant. Oui, effectivement, ces questions d'outils, on va les aborder un peu plus loin dans ce webinaire et je pense que nos auditeurs seront ravis d'avoir vos conseils, Philippe, sur comment on déploie un outil, comment est-ce qu'on acculture une population, comment est-ce qu'on accompagne au changement, une population d'enseignantes, mais aussi d'apprenants. Et est-ce que vous avez, constaté une évolution dans la manière d'apprendre
des étudiants au fil du temps, puisque vous avez commencé à enseigner il y a quelques années maintenant. Est-ce que ça a évolué ou pas? Ou est-ce que c'est toujours les mêmes problématiques qui ressortent au final? Ben, on a évoqué tout à l'heure dans le feedback la question d'autonomie. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils soient très autonomes ou qu'ils aient Donc envie d'être toujours très pas autonomes. autonome. C'est pour ça qu'on les appelle la génération Peter Pan, quoi. Ils ne veulent pas forcément sortir complètement de l'enfance où les parents sont là, où les adultes sont là. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils soient complètement autonomes. Et il faut leur montrer que l'autonomie, ce n'est pas si compliqué que ça et ce n'est pas si douloureux que cela. De toute façon, ils vont y avoir droit. Donc, mieux vaut qu'ils s'y mettent avec les outils d'aujourd'hui qu'avec ceux d'hier. Alors, j'utilisais il y a 10 ans des outils très classiques en animation, mais c'était en classe. Aujourd'hui, j'utilise des outils probablement plus variés. Je pense qu'un étudiant va être d'autant plus intéressant qu'il aura des séquences qui ne se répéteront pas à l'identique dans le mode de fonctionnement de la séquence, si vous voulez. Bon, si autrefois on avait des séquences en classe toutes simples, on était au milieu de nos étudiants, on était content d'être avec eux, on leur posait des questions, on leur proposait des exercices, etc. Pour un étudiant qui suit un cours de X classe sur le même sujet, ça peut être un peu rasoir, il faut le dire avec humilité, puis on n'est pas forcément perçu par tout le monde de façon extrêmement positive. Donc ça peut être « Ah, j'ai encore cours avec lui, mais que Dieu m'en préserve ». Bon. Donc il faut des parcours variés en classe, via le numérique, des parcours mixtes dans la mesure du possible. Et puis, quelque part, leur faire confiance dans leur capacité à être autonome et à se responsabiliser, tout en contrôlant ce qui se passe. J'entends par là, bon, je leur mets à disposition des vidéos qu'ils peuvent regarder avant de venir en cours. Bah, avant d'aller faire mon cours, je vais regarder quand même quel a été le nombre de vidéos qui ont été regardées, quoi, en termes de nombre Donc, tu d'individus. travailles avec des learning analytics et Mais oui, classe mais inversée. oui, parce que sinon, ça ne marche pas. C'est quand même générer de l'intérêt, générer de l'appétit, mais quand même contrôler. Et c'est quand ils s'aperçoivent que ça a été construit pour eux, mais qu'en même temps c'est contrôlé, bah, ils s'y mettent en fait. Donc, est-ce que tu ressens une différence entre le public en première année, donc des très jeunes post-bac, et ceux qui arrivent en fin d'études, en fin de cycle de master, par exemple? Est-ce que tu sens qu'ils sont plus autonomes dans leur apprentissage, dans leur méthodologie d'apprentissage aussi? Ou est-ce que même après 5 ans d'études, on a toujours cette problématique d'autonomisation et d'individualisation les méthodes d'apprentissage? Alors certains sont de gré ou de force, mais plutôt de force plutôt autonome, puisqu'ils sont en filière d'apprentissage, donc d'alternance. Donc, ils doivent forcément développer leur autonomie dans le cadre du temps qu'ils passent en entreprise. J'ai un avis un petit peu mixé par rapport à ça. C'est-à-dire que quand ils sont en 4e et 5e année, qu'on leur propose quelque chose de différent de ce qu'ils ont vécu les années précédentes en termes d'outils, ils ont tendance à dire « mais pourquoi on fait ça? Ça marchait bien avant ». Un peu de résistance au changement, qu'on n'a pas avec les premières années parce qu'ils sont prêts à ce que ça change et que les méthodes soient différentes. Donc ça, c'est le gros avantage. Mais il faut travailler l'appétit, il faut travailler l'envie d'utiliser l'outil et surtout bien montrer, alors ça c'est mon côté prof de marketing, hein, excusez-moi, mais il est clair que tant qu'on ne montre pas la valeur ajoutée d'un outil pour l'étudiant qui va s'en servir, c'est peine perdue, quoi. La première chose à faire, c'est donner l'appétit en montrant comment c'est utile et à quoi ça va être utile. Tout à fait. Merci beaucoup Philippe pour ce retour. Alors, on va... bon, je vous mets la petite musique de transition. Donc, on va poursuivre justement en explorant un peu, en faisant un résumé, sans vouloir rentrer dans les stéréotypes, mais on peut quand même tirer des grandes caractéristiques de la manière d'apprendre qu'ont les personnes issues de différentes générations, et donc sur lesquelles les enseignants peuvent se baser pour adapter leur pratique d'enseignement, leur méthodologie, leur pédagogie. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Arnaud.
Oui, alors comme le disait Cora, ici on ne parle pas de style d'apprentissage, mais plutôt de préférence, de grandes tendances concernant l'environnement d'apprentissage. Donc vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord et puis de remarquer aussi autre chose dans vos classes, parce que chacun est différent. Ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'on apprend de la même manière, on a tous les mêmes mécanismes d'attention, les mêmes mécanismes de mémorisation, mais il y a de grandes tendances qui se dessinent en fonction des générations. Alors, pour les baby boomers, même si Philippe nous a partagé la façon dont il apprenait, en général, ils préfèrent une classe traditionnelle avec un enseignant en présentiel, avec des discussions ouvertes, des questions-réponses, etc. Davantage de lecture papier. Ils sont un petit peu intimidés par la technologie, sans toujours rentrer dans les extrêmes, hein. Et donc ça va se faire par des cours magistraux, des ateliers, des séminaires. Euh, on voit un petit glissement, hein, vers la génération X et la première génération indépendante dans leur formation. Ils préfèrent aussi une classe avec un enseignant présentiel, en ligne synchrone. Donc la petite différence, c'est qu'ils ont aussi ils ont tendance peut-être aussi à aimer les classes en ligne. Mais toujours le synchrone est très présent. Euh, les formations sont plutôt orientées carrière, ils sont un petit peu moins intimidés que les boomers par le numérique. Ils sont en attente de médias sociaux dans les cours qu'on leur propose plutôt que d'outils numériques dans leur apprentissage. Pareil, ils vont davantage préférer les ateliers, séminaires, apprentissage en ligne, avec des résolutions de problèmes, des études de cas. Ce qu'on voit dans la génération Y, c'est une alternance, donc une préférence, pardon, dans l'alternance entre classe présentielle, classe en ligne, synchrone et asynchrone. Là, l'asynchrone fait son apparition, avec des formations interactives, dynamiques, des expériences pratiques et l'utilisation vraiment d'outils numériques, avec un besoin accru de mentorat, d'accompagnement, de communication, de feedback. Voilà, ils apprennent plus en ligne avec des vidéos YouTube. Voilà, Philippe le disait tout à l'heure, et puis vous le savez très bien, hein, les vidéos YouTube, on le verra tout à l'heure, c'est l'outil numéro un pour la formation en ligne, avec des apprentissages aussi en ligne comme les MOOC, sur des plateformes payantes. Euh, cette génération Y va davantage préférer les travaux de groupe avec des activités gamifiées. La génération Z, pareil, préfère une alternance classe présentielle, classe en ligne, synchrone, asynchrone, avec des formations également actives et dynamiques. Learning by doing fait aussi, revient davantage dans leurs préférences, avec un besoin également de mentorat, de communication, de feedback. Ça ressemble beaucoup à la génération Y. Mais l'apprentissage vraiment est basé sur l'utilisation du numérique. Je le disais dans le chat tout à l'heure, hein, je vous ai parlé très brièvement du BYOD, du Bring Your Own Device, parce qu'il y avait une question euh, sur pourquoi ne pas utiliser les outils des apprenants pour se former. Alors oui, les supports, on va utiliser tablette, PC, smartphone. On va leur demander de l'apporter en classe et plutôt de stigmatiser le téléphone en classe, eh bien on va s'en servir pour justement répondre à des quiz interactifs sur Clap ou autre, peu importe. Mais on va en faire un ami plutôt qu'un ennemi. Donc cette génération Z va davantage avoir besoin d'un environnement d'apprentissage personnalisé, collaboratif. Apprendre par les pairs aussi, c'est hyper important, on l'a vu dans la séquence 4 avec le radical learning, je ne sais pas encore si vous y êtes. Et puis aussi, ils vont être très sensibles à la gamification, au challenge, au défi. Super, merci beaucoup Arnaud. Ici on voit les grandes tendances, les grandes caractéristiques d'apprentissage par génération. Donc on voit comment on pourrait s'orienter en termes de pratiques pédagogiques pour chacune de ces générations-là. Mais comment fait-on quand une classe est multigénérationnelle? C'est une question que je vous pose à vous, puisque nous n'avons pas forcément toujours toutes les réponses. Et je vous invite à y réfléchir, à y répondre dans le chat, puisqu'on est aussi dans l'apprentissage par les pairs, dans la collaboration, aussi au sein de ce MOOC. Donc, est-ce que vous rencontrez des classes multigénérationnelles, intergénérationnelles? Quelles pratiques pédagogiques, quelle pédagogie vous mettez en place pour satisfaire chaque profil d'apprentissage et pour du coup, vous adapter à ces différentes modalités aussi que vous devez leur proposer?
Donc, je vous propose de répondre à cette question-là dans l'onglet discussion du webinaire et on pourra la reprendre à la fin de notre rencontre dans le temps de Q&A. Alors, justement, Arnaud nous parlait des différentes caractéristiques par génération et de l'arrivée de plus en plus importante des outils, des applications digitales dans l'apprentissage, dans l'environnement personnel, individuel de chaque personne, de chaque apprenant et formateur, mais aussi dans la classe. Alors, quels sont les outils qui sont utilisés le plus en ce moment? Comment les apprenants se forment-ils aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils utilisent? Je partage avec vous mon écran. J'ai utilisé un site qui s'appelle Top Tools for Learning. C'est un site qui répertorie chaque année en fait les applis les plus utilisées pour l'apprentissage, qu'ils soient personnels sur le lieu de travail ou dans un milieu éducatif. Il faut savoir que, et vous vous en doutez, 2021 c'est vraiment l'année de la disruption. Il y a un nombre important de nouveaux outils qui ont été nominés cette année, même si le haut de la liste, je vais le détailler un petit peu après, reste stable en fait. Donc vous voyez que YouTube trône, il est toujours en numéro 1 depuis plusieurs années. Dans le top 300, il est là. Mais il y a aussi des petits nouveaux qui ont une très forte progression. Donc là, je vous ai mis toute la liste, le top 24, et puis ensuite, on les a regroupés pour que ce soit un tout petit peu plus clair. Voilà, vous voyez apparaître la slide. Donc, les outils qui sont très utilisés en 2021 et puis maintenant, c'est les outils de bureautique online et collaboratif, donc toute la suite Microsoft 365 online ou la suite Google. Donc vous voyez avec PowerPoint, Word, Forms ou Excel, bon, vous vous en doutez. Des outils de création de contenu, ça c'est hyper important, qui prennent davantage de place dans dans l'utilisation en classe ou pour travailler. Canva, que vous avez pu tester dans le MOOC. Des outils de communication, donc on le voit, des outils de visio, ou Teams, ou WhatsApp, Facebook, et des outils de quiz interactif, quelques-uns que vous testez en classe. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent Kahoot, notamment, j'ai eu des retours, Mentimeter, etc., etc. Donc allez faire un tour sur le site, c'est hyper intéressant. Je vous ai mis le top 24, on vous partagera après le webinaire les slides du PowerPoint, et puis également un petit récap sur les outils qui montent. Je vous ai mis sur les outils de whiteboarding, pardon pour l'anglicisme, de tableau blanc, mais ça ne représente pas vraiment ce que c'est. Un outil comme Miro, que vous avez également pu tester dans la séquence 3, qui a fait un bond de 45 points. Mural, qui est l'équivalent. Vous avez aussi Whimsical, qui est un peu la même chose. Google Jamboard, c'est pareil, un outil de whiteboarding. Des outils de création de contenu, comme Genially, Powtoon, alors Genially, ça sert à... Vous l'avez testé dans le MOOC d'ailleurs. Powtoon, qui sert à faire des petits motion, des vidéos de motion, pardon. Des quiz interactifs, donc d'autres. Et puis je vous ai mis les autres qui sont plutôt des outils de communication ou d'échange et un peu d'outils de veille. Vous avez en dernier InnoReader qui permet de générer, de surveiller les flux RSS. Donc Arnaud vous l'a dit, là parmi tous les outils qui sont présentés sur ces 3 slides, un certain nombre vous ont été proposés dans le MOOC Embarquez vos apprenants, soit pour les tester, soit comme création de contenu, puisque la majorité des infographies sont créées sous Genially, par exemple. Vous avez pu voir Padlet, vous allez tester Miro dans la séquence 3. Vous avez pu tester aussi qu'est-ce qu'on a du mind mapping, WooClap, des outils de quiz. Donc on a essayé de vous proposer des outils que nous recommandons au pôle Léonard de Vinci, non seulement parce que pour leur UX, c'est-à-dire leur expérience utilisateur, leur facilité de prise en main, quel que soit votre niveau d'acculturation au numérique, aux outils digitaux. Donc ce sont des interfaces en général qui sont simples
d'utilisation. Mais aussi parce que ce sont des outils qui sont proposés en général en version gratuite. Alors bon, évidemment pas, vous ne pouvez pas les utiliser jusqu'au bout de leur fonctionnalité dans les versions gratuites, mais suffisamment pour pouvoir les utiliser en classe avec des grands groupes d'apprenants et de pouvoir non seulement vous développer vos compétences de maîtrise de l'outil, mais aussi de création de contenu. À savoir aussi que la majorité de ces outils ont des propositions, des offres éducation. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans des établissements qui vous permettent d'acquérir des licences pour la majorité des enseignants ou si vous êtes auto-entrepreneur ou individuel. Mais en tout cas, si vous êtes dans des établissements où il y a des départements comme le nôtre, innovation et pédagogie digitale ou transformation digitale ou d'autres types de pédagogie, vous pouvez aller vers eux et leur proposer de prendre ce type de licence, puisque les licences éducation sont très peu chères et sont à destination des établissements de l'enseignement supérieur et même de l'éducation secondaire. Oui, il y a quelques outils, pardon, Cora, il y a quelques outils, je pense, et tu penseras à l'occasion, je pense à des outils comme Canva, qui, sur un petit justificatif, vous permettent d'avoir l'option éducation gratuite. MookLab aussi également. Enfin, il y a plein de choses, tester un peu, d'explorer ces pistes. Ouais, mais même en version gratuite, on peut aller très loin, puisque nous, on a d'ailleurs commencé nos carrières avec ces outils de version gratuite. Et puis on a pu aller assez loin avec, Arnaud, ça nous a suffi pendant un certain temps. Ok, alors on continue. Maintenant, donc on a vu les outils qui étaient utilisés par les apprenants ou par vous-même de manière générale en 2021. Quels sont ceux qui montent, quels sont les top 10, etc. Mais est-ce que vous utilisez, vous, les mêmes outils que la grande majorité là, de l'analyse qu'a fait Arnaud, ou est-ce que justement il faut que vous alliez vous former à ces outils pour vous adapter, pour acquérir de nouvelles compétences et vous adapter au profil et aux attentes de vos apprenants? Alors, vous l'aurez compris, on arrive, c'est un quiz, sortez vos smartphones et on va vous partager le QR code à flasher. Donc si vous êtes toujours sur l'application WooClap, vous n'avez qu'à actualiser la page et vous allez arriver sur le nouveau quiz. Alors c'est normal si les réponses sont bloquées, hein, au début, j'ai eu plein de messages dans le chat, ne vous inquiétez pas. Dès que je le lance, en fait, vous avez de nouveau accès au quiz. Donc là, quelques instants pour vous connecter. On vous met une petite musique d'attente. Voilà, et ensuite, je vous vais réouvrir la question. Vous avez été beaucoup plus réactif que la première fois. Alors attention, c'est parti, 45 secondes pour répondre au quiz. Et vous, quels outils utilisez-vous pour former vos apprenants? Alors, c'est multiples réponses, donc vous pouvez y aller, sélectionner plusieurs choses. Moi, je vais le faire avec vous. Ça, tu vas biaiser les résultats. C'est ça. On vous a pas mis tous les outils parce qu'on n'allait pas vous mettre une liste de 24 outils de la top liste qu'Arnaud nous a présentée. On vous a mis les majoritaires, mais c'était plutôt pour dessiner des grandes tendances, voir si c'était plutôt des outils de collaboration, des outils de créa, des outils de partage, de bureautique ou de visio, de communication. Attention, plus que 5 secondes. Ok, le quiz est fermé. Alors, sans surprise. Merci. Arnaud, sans surprise, YouTube arrive en tête de liste, suivi de près par Zoom. Donc évidemment, vu qu'on est passé tous du jour au lendemain en 100% distanciel, puis en comodal, puis en 100% distanciel, puis en présentiel et augmenté. Bref, je vous laisse passer les jauges de vos classes. Zoom arrive non plus sans surprise en seconde position. Et puis ensuite, on est plutôt, Arnaud, sur la suite Google, parce qu'on a que
Donc, on est sur tout ce qui est collaboratif, donc la création de contenu et la gestion, peut-être que vous les utilisez dans vos gestions de projet en mode collaboratif avec vos apprenants, mais également sur de la créa de contenu. Donc, on n'est pas non plus pas que sur de la suite bureautique, mais aussi sur la création avec Canva, par exemple, Padlet aussi. Et puis arrive en assez bonne position, je trouve, Kahoot, les outils de quiz. Donc c'est hyper important, effectivement, de susciter de l'engagement dans vos classes, de dynamiser vos classes, pas seulement pour du suivi de compréhension au fil de l'eau, ça c'est évidemment hyper important, mais aussi pour engager vos apprenants tout au long de votre cours. Donc nous, on vous a proposé WooClap dans le webinaire, dans ce webinaire, mais aussi dans le MOOC. Mais évidemment, Kahoot est très ludifié, en plus, c'est très coloré, avec des podiums, des paillettes, etc. Donc ça marche très bien. On l'utilise aussi au pôle Léonard de Vinci dans certaines classes. Voilà. Donc on voit que vous avez heureusement les mêmes usages d'outils que vos apprenants. Donc c'est rassurant. Et je suis contente de voir que Canva et que les outils qu'on a proposés dans le MOOC sont également utilisés par vous. Alors maintenant, on va donner la parole à Philippe. Donc, Philippe, est-ce que tu utilises ces mêmes outils? Est-ce que tu as fait ce quiz et est-ce que tu te retrouves dans les outils qu'on vient d'énoncer? Quel outil est-ce que vous utilisez dans votre classe? Et est-ce que vous avez des conseils pour choisir un outil, le déployer et accompagner au changement les enseignants, mais également les étudiants? Vous aviez commencé à en parler un peu tout à l'heure, mais si vous pouviez revenir de manière plus précise dessus maintenant, on serait ravis d'écouter ces conseils. Alors, les outils, j'ai noté la suite Microsoft, puisque c'est celle auquel on a accès en tant qu'enseignant, mais aussi les étudiants y ont accès. Donc, ça peut être pour d'autres la suite Google ou autre. Ce sont les versions utilisation en université des grands éditeurs. Zoom, bien entendu. Mais sur Zoom, par exemple, la chose intéressante, parce qu'on se posait la question, mais comment faire pour initier les collègues? Zoom, en fait, on l'a découvert pratiquement 2 ans avant la pandémie et l'obligation de l'utiliser, lui, ou un logiciel équivalent, une plateforme équivalente. Et moi, j'ai commencé par tester moi-même avec quelques collègues qui en avaient envie. Je reviens à cette notion d'appétit. Il y avait une remarque dans le chat là, qui était de dire oui, mais certains voient le moment de formation comme un moment peut-être un peu lourd à supporter, parmi d'autres responsabilités d'un prof ou d'autres tâches d'un prof. Mais il y en a qui ont envie de tester des choses nouvelles. Bon. Je ne teste pas toutes les choses nouvelles, certains testent, et puis on échange beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se donner des moments autour d'une machine à café, voire des moments un petit peu plus formels sur l'échange. Tiens, j'ai fait ça, regarde comment ça a marché, ça pourrait t'intéresser pour telle et telle chose, etc. Je crois que vraiment, l'accompagnement, c'est par l'échange des volontaires, de ceux qui en ont envie. Ce n'est pas de l'échange formation. La formation viendra plus tard, si dans le cadre d'une institution, on décide d'utiliser un outil plutôt qu'un autre, mais c'est déjà l'échange sur l'apprentissage de la nouveauté, qu'est-ce que ça apporte, est-ce que ce serait intéressant, dans le cadre de ton cours, tu as tel et tel aspect de pédagogie, cet outil pourrait peut-être t'aider. Parce que c'est vrai qu'on est tombé dans une avalanche d'outils qui allaient nous sauver le monde et l'éducation et la pédagogie pendant la pandémie. C'est presque tous les jours qu'on recevait des emails avec l'outil magique qui allait vous faciliter la vie. Donc, on en a plutôt trop à disposition. Et la question que je vous pose toujours, vous, à l'équipe du Digital Learning Center, c'est quelle est la valeur ajoutée en plus par rapport à ce qu'on utilise déjà? C'est-à-dire le wow effect, ça va très bien pour briller auprès des collègues, mais ma vraie question, c'est ça. Où est la valeur ajoutée? Et s'il n'y en a pas vraiment, ce n'est pas utile. D'ailleurs, je sais que vous avez eu du mal à me convaincre d'utiliser WooClap pendant longtemps. Okay, mais j'ai découvert sa valeur ajoutée parce que dans le cadre des cours en comodal, il fallait que j'aille chercher des étudiants à distance.
Donc, c'est compliqué de les chercher à distance uniquement par la voix ou par la caméra. Donc, c'était une façon de le faire. Puis, je me suis aperçu que même quand tout le monde était de retour en classe, c'était une façon d'aller chercher les timides, en quelque sorte, ceux qui n'osent pas s'exprimer devant les autres de peur de dire ce qu'on pourrait leur reprocher, ou on pourrait se moquer d'eux, etc. Surtout qu'à cet âge-là, ils peuvent être assez méchants entre eux. Donc, voilà, j'ai conservé WooClap. OK. Mais encore une fois, un outil, je ne le prends que si vraiment il y a une valeur ajoutée pour l'étudiant, mais aussi pour le prof, voire pour la scolarité d'une école. C'est l'expérience qu'on a fait avec une plateforme d'examen en ligne, parce que je voyais les assistantes de scolarité passer des journées entières à envoyer, récupérer des copies, les décacheter, reporter les notes. Bon, un jour, je me suis dit, il faut que j'essaye une plateforme d'examen en ligne parce que tout ça, ça disparaîtra, quoi. Alors, c'est un peu plus compliqué à configurer au départ, mais par contre, derrière, je suis sûr que mon équipe scolarité n'a aucune envie de revenir au papier. Hein. Ça, je peux vous l'assurer. Alors, ce n'est pas forcément facile dans tous les types de pédagogie ou tous les domaines d'enseignement. Je sais que l'école d'ingénieur a un peu plus de problèmes à utiliser un outil comme ça, mais pour une école de management, en général, ça fonctionne très bien et ça suffit bien. Donc, accompagnement, tester, avoir son petit labo, c'est-à-dire son cours. On va tester des choses, recueillir l'avis des étudiants pour se dire ça en vaut la peine, ou au contraire, ok, on a vu, c'est pas terrible, donc on fait pas, on continue pas, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait, Philippe. En fait, c'est exactement nous ce qu'on fait au département innovation pédagogie digitale. On fait ça en POC, donc c'est des proof of concept. On est vraiment dans le test and learn. Donc, excusez-moi pour tous ces anglicismes, c'est vrai qu'on est très habitué à ces expressions-là en anglais. Donc, on teste un outil, on fait un petit déploiement sur une petite population. Et ensuite et d'apprenants et d'enseignants. On voit comment ça se comporte, on voit quels sont les résultats à travers des learning analytics par exemple, mais aussi de l'expérientiel, du retour qualitatif, hein, pas que du quanti, du qualitatif. Et si ça marche, on poursuit un déploiement plus large, de manière institutionnelle même, hein, puisque c'est comme ça qu'on a fait notamment avec WooClap par exemple. On a commencé sur une petite population et on l'a ensuite déployé massivement avec des outils d'accompagnement et de formation. Mais on a eu d'autres revers, notamment sur la diffusion et le déploiement d'outils. On avait testé par exemple Discord, qui marchait très bien avec une population d'étudiants, notamment les étudiants de l'école du digital du pôle des Vinci, qu'ils utilisent beaucoup plus que les outils qui sont au sein de notre suite de Microsoft Office, hein, qui est Yammer par exemple en termes de communication. Donc on a essayé de le déployer pour les écoles d'ingé, ça a été un flop complet, et côté enseignant et côté prof, et côté étudiant, pardon, on a appris notre erreur et on s'est dit, comme l'a dit Philippe, si ça n'apporte pas de plus par rapport à ce qui existe déjà, si ça ne fonctionne pas, si on n'a pas d'adhésion à l'outil, on l'abandonne, hein. C'est demo or die, on le tue. Mais c'est pas grave, on est vraiment dans un processus itératif et c'est ça qui est important en fait, c'est de tester des choses, de voir si ça marche sur des petites populations et ensuite de les déployer de manière plus large, sans oublier d'accompagner tout au long de ce processus les personnes clés dans votre institution. Donc de commencer par les pionniers et vos ambassadeurs et ensuite d'aller toucher le commun des mortels, hein, on peut les appeler comme ça, les utilisateurs plus lambda qui sont moins digitaux, qui ont moins d'appétence pour le digital, parce que c'est eux la plus grosse masse et c'est eux qu'il faut vraiment accompagner et qui vont faire que le déploiement de tel et tel outil va être une réussite ou un flop. Alors justement, petite transition musicale, on va un petit peu accélérer, je suis désolée parce qu'il reste 5 minutes dans le webinaire, mais justement on parle d'accompagnement au changement, on parle de formation, parce que on voit que le métier d'enseignant et de formateur évolue très rapidement. Et aujourd'hui, alors on disait ce n'est pas un couteau suisse, mais plutôt un caméléon, oui, dans la séquence 1 du MOOC. Quelles sont ces compétences qu'il faut acquérir aujourd'hui, est-ce que c'est un challenge? Comment on répond à ce challenge d'acquisition de nouvelles compétences? Alors,
Arnaud, je te passe la parole pour un petit récap. Oui, on a vu dans la séquence qu'il y avait bien entendu, et vous le constatez vous-même, hein, ce n'est pas une surprise, une évolution très forte du métier d'enseignant-formateur depuis quelques années. Dans ce que je vous avais partagé sur le MOOC, Ernst Young disait que en fait, il fallait avoir des compétences pour tous les métiers, avoir des compétences en informatique, en gestion de projet, mais aussi en technologie digitale, innovation, adaptabilité et flexibilité, c'est un synonyme pour moi, mais aussi des soft skills comme la gestion du stress, le travail en équipe. Et puis ajouter à cela, donc pour spécifiquement le métier d'enseignant-formateur, maîtriser bien entendu les compétences métiers, les techniques de formation, mais être également, et c'est ce qu'on nous demande depuis quelques années, d'être concepteur de dispositifs pédagogiques et d'être formé aux outils numériques. Alors ça a eu un boom phénoménal pendant juste après le confinement et pendant le confinement, et depuis, voilà, bientôt 2 ans. Et voilà, on nous demande de plus en plus d'être formé aux outils numériques, et peut-être c'est, pour moi en tout cas, on va voir après, c'est le plus difficile à acquérir. Alors justement, je redonne la parole à Cora. Alors. Oh, sortez vos smartphones, c'est le temps du quiz. Donc Arnaud vous a présenté les différentes compétences du métier d'enseignant-formateur aujourd'hui, mais quelles sont les compétences qui vous challengent le plus? Quelles sont celles qui sont le plus compliquées pour vous à acquérir et à maîtriser aujourd'hui pour bien former vos enseignants et pour bien continuer à vous former? Alors donc, actualisez votre smartphone ou reflashez le QR code pour avoir accès. Attends, je vous mets la petite musique de suspense. Ah non, vous êtes déjà tous connectés, mais vous êtes super rapides. C'est toujours le même lien, hein. Ne vous inquiétez pas, on l'a pas changé, on l'a fait exprès. Voilà. Les réponses, non, on n'a pas encore lancé le questionnaire, c'est pour ça que les réponses ne sont pas acceptées. Vous êtes trop rapides pour nous. Je peux même pas lancer le chrono. Alors attention. Hop. Je vais présenter d'abord peut-être la question et puis après je lancerai. D'accord. Donc parmi les compétences du formateur, lesquelles représentent le plus grand challenge pour vous? Les compétences métiers, les techniques de formation, qu'elles soient à distance, en comodal ou en ligne, la conception de dispositifs pédagogiques, les outils informatiques ou numériques ou l'évaluation des compétences. Je vous laisse répondre, c'est parti. Moi, je réponds avec vous en même temps, hein, donc... Alors, on voit les résultats qui commencent à arriver. Vous voyez en live, du coup, sur l'écran. Ouais. Bon, bah, c'est bien. On a à peu près... Vous avez les mêmes réponses que moi. C'est parfait. Alors, plus que 15 secondes. Allez-y. Vous êtes à peu près la moitié à avoir renseigné le sondage. On n'est pas sur des quiz, hein, c'est vrai que c'est pas une évaluation, c'est plutôt du sondage d'opinion. Attention, c'est bientôt fini. Go. Alors, ces résultats. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la compétence la plus compliquée, c'est l'évaluation des compétences, justement. C'est effectivement assez... je ne vais pas dire que c'est nouveau, puisque mais ce qui est nouveau, en fait, c'est que c'est de plus en plus associé au syllabus. On demande aux grands établissements d'enseignement supérieur de revoir leur contenu pour baser leur pédagogie sur une approche par compétence. On l'a vu, le modèle andragogique est basé sur aussi la compréhension de la finalité, le fait d'avoir des choses qui soient réelles. Et donc, on est plutôt sur les compétences métiers, comment on acquérit, comment on fait quelque chose, plutôt que sur la connaissance aujourd'hui. Et c'est cette évaluation des compétences qui est parfois compliquée à mettre en place et qu'on a essayé, enfin en tout cas qu'on vous présente dans la séquence 3. Du MOOC. Parlera peut-être à ce moment-là, ouais, on va pas trop empiéter sur le prochain webinaire. On vous tease un peu seulement. Donc effectivement, évaluation des compétences, le suivi juste derrière par les conceptions de dispositifs pédagogiques.
Voilà, on demande aujourd'hui à l'enseignant d'être un ingénieur pédagogique, d'être capable de modéliser son parcours d'apprentissage, sa séquence, son cours, de pouvoir le gamifier si besoin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a proposé ce MOOC, puisque on va aborder aussi ces différentes compétences, comment acquérir ces nouvelles compétences dans les séquences qui suivent dans le MOOC. Une autre compétence qui est compliquée, c'est de gérer les techniques de formation ou d'animation de classe. Quand on est et de switcher en fait entre le 100% distanciel, le comodal, qui est à mon avis, enfin c'est un avis qui est partagé dans la communauté enseignante aussi au pôle de Vinci, le comodal ou l'hybride, hein, quand on doit gérer à la fois la moitié de la classe à distance et la moitié en présentiel, c'est là où l'animation est la plus compliquée, et le présentiel. Donc on voit que certains outils, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, peuvent être utilisés à la fois pour ces différentes modalités de classe. Donc c'est cela en fait que nous on recommande, puisque vous formez une fois un outil qui peut être utilisé selon différentes modalités, vous permet de gagner du temps voilà. Bon, les compétences métiers, sans surprise, sont les moins problématiques pour vous. Alors, merci oui. à tous ceux qui nous quittent. On va juste terminer, on est un tout petit peu en retard. Ouais. Je vais juste laisser la parole pour finir à Philippe. Philippe, est-ce que parmi les compétences qu'on vient de voir là et qui viennent d'être identifiées comme les plus challengeantes ou plus problématiques à acquérir par nos MOOCers, quelles sont celles qui sont pour vous le plus compliqué à acquérir en tant qu'enseignant? Alors pour vous, mais peut-être aussi pour les enseignants que vous gérez au sein de l'EMLV. Est-ce que ce sont plutôt les compétences métiers, les techniques de formation, la conception, les outils ou l'évaluation compétences connaissances? Alors, je suis un peu marqué par le fait qu'en 3 mois, j'ai passé 3 auditions qualité d'accréditation. Et sur les 3 auditions, à chaque fois, c'était comment vous nous prouvez que vos étudiants valident les compétences qui sont annoncées dans le syllabus du cours. Et ça, c'est autrement plus compliqué que l'évaluation des connaissances. Alors, je ne dis pas que l'évaluation des connaissances est simple, hein, mais l'évaluation des compétences, ça suppose la mise en situation de l'étudiant pour qu'il applique ses connaissances à des cas et qui montre qu'il sait les utiliser de façon pertinente. Ça, c'est très compliqué. C'est ce que je trouve le plus compliqué à faire. Et je suis tout à fait d'accord avec mes collègues là, et le résultat du vote, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est la conception de dispositifs pédagogiques, parce que on se demande toujours si on n'ose pas assez, quoi. De temps en temps, on peut avoir le risque de se reposer sur ce qui a marché. Donc, parfois, il faut se pousser un peu pour essayer de faire différemment et tester des choses différentes. Et puis enfin, je suis tout à fait d'accord, le pire des environnements d'enseignement, c'est le comodal. Vous en avez moitié sur place, moitié à distance. Et c'est sûr que ceux qui sont sur place parce qu'ils ont la voix, parce qu'ils ont les gestes, eh ben, c'est très difficile de ne pas leur accorder la priorité par rapport à ceux qui sont à distance. Vraiment. Voilà. Et comme on n'est pas forcément en avance, je vais peut-être m'arrêter là. Oui, merci beaucoup Philippe. Donc toi aussi, tu as identifié les mêmes problématiques que les MOOCers, que nous-mêmes. Les propositions que nous on fait, justement, c'est de se continuer à se former, à pratiquer, à essayer, à ne pas avoir peur, comme l'a dit Philippe, hein, il faut se lancer. Il faut être vraiment dans ce processus itératif de test and learn. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Il faut rebondir, il faut continuer et s'appuyer sur des formations qui sont en accès libre, type de ce MOOC qu'on vous a proposé avec la Grande École Numérique, mais aussi il y a plein d'autres formations en ligne sur d'autres plateformes EdTech, gratuites, payantes. Vous avez aujourd'hui des CPF, hein, votre compte formation, qui vous permettent, dont les crédits vous permettent d'avoir accès à des formations, vos RH, etc. L'idée, c'est vraiment de continuer à vous former. On est vraiment aujourd'hui dans l'apprentissage tout au long de la vie. C'est vrai pour nos apprenants, c'est vrai pour nous-mêmes. Donc, rester dans cette dynamique-là de curiosité et d'apprentissage continu. Alors, j'ai répondu à vos questions tout au long du MOOC, du webinaire, pardon, c'est moi qui fais l'erreur. Si vous avez quelques dernières questions,
peut peut-être en prendre quelques-unes pour finir. Alors, est-ce qu'on a eu des retours sur la multigénération, les Oui. classes multigénérationnelles? Alors oui, je vais remonter un petit peu. Il faut que tu remontes loin, il y a eu beaucoup de, Il y a eu beaucoup de partage. Il y a eu beaucoup de partage dans le... Alors, moi, Zoom m'a fait un petit... Alors, il y a des gens qui partagent leur grand groupe en sous-groupes, permettent de dynamiser la classe. Test, learn, adapt. Oui, Ouais. voilà, donc c'est ce qu'on préconisait, hein. Bon, est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai l'impression que ce petit challenge qu'on vous proposait de répondre à la classe, comment gérer une classe multigénérationnelle, ne vous a pas emballé. C'est pas grave. On est dans du test and learn. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Sinon, on vous dit à la semaine prochaine, puisque le prochain webinaire a lieu jeudi entre midi et 13h aussi. Et portera sur la séquence 2 du MOOC et notamment sur les pédagogies actives versus les pédagogies traditionnelles. Merci Cora. Merci Arnaud et merci beaucoup Philippe pour votre participation et vos conseils éclairés. Merci à tous et à très bientôt sur le MOOC, dans le forum et dans le webinaire. Au revoir. Merci à tous.